Bienvenue dans le débat de France 24, de retour dans son studio, même si l'on garde le même principe, confinement oblige. Les invités, eux, seront présents à distance depuis leur lieu de vie ou de travail. Alors qu'on commence à parler déconfinement ici en Europe, l'épidémie continue de faire rage et de tuer massivement, et pas qu'en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs, premier pays touché, non, prochain continent, nous dit-on, visé par le coronavirus. L'Afrique est-elle prête à faire face? On va en débattre avec aujourd'hui à mes côtés le docteur Massamba Sassoum Diop. Bonjour docteur, vous dirigez Bonjour. SOS Médecins au Sénégal. Merci d'être avec nous. Bonjour, et je suis très heureux de pouvoir participer à ce débat avec vous tous. Également parmi nous aujourd'hui, François Durper, universitaire, membre du laboratoire Bonheur de CY Cergy Paris Université. Vous êtes spécialiste des questions d'éducation, François Durper, également des questions d'identité. Je vais montrer le dernier ouvrage que vous avez d'ailleurs dirigé. C'est un ouvrage collectif, une histoire du bonheur, histoire mondiale du bonheur. Ça vient de paraître aux éditions du Cherche Midi parce que c'est aussi l'un de vos thèmes de prédilection. Merci d'être avec nous, François Durper. Merci, Raphaël Kahn. Et également parmi nous aujourd'hui, Ziad Limam d'Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonjour à tous. Auquel vous êtes évidemment habitué régulièrement dans Une semaine dans le monde avec Ziad Limam. Afrique Magazine, votre mensuel consacre son édition du mois d'avril au coronavirus, le Covid-19. On le voit ici, l'Afrique face à la très grande menace. C'est le dernier numéro disponible en ligne, Ziad, et ça n'a pas été facile, effectivement, de pouvoir sortir. C'est une véritable prouesse. On redécouvre les manières de faire de la presse, et en particulier de la presse panafricaine, parce que nous, on vivait avec les avions, on envoyait les journaux à l'autre bout du monde, et d'un seul coup, il n'y a plus d'avions, et il faut faire autrement. Mais on a réussi à faire une édition print et une édition digitale. En tous les cas, le numéro est en accès libre sur notre site afriquemagazine.com. Bravo à vous, et puis bien sûr, on ira lire Afrique Magazine, le numéro d'avril consacré donc au Covid-19. On va donc à présent évaluer la situation, à commencer bien sûr par le Sénégal. Docteur Diop, où en est l'épidémie de Covid-19 aujourd'hui au Sénégal? Alors, sur les cas testés, qui sont un peu plus de 5500 quasiment, on a 348 cas qui ont été confirmés, testés positifs, avec près de 198 guéris. Et donc, il en reste 141 en hospitalisation. On a 2 décès. Et ce qui est intéressant si on peut le dire, c'est qu'on avait avant que des cas importés, puis des cas contacts de ces importés. Et on commence à avoir les cas communautaires. On est à peu près à une trentaine, rien que entre hier et aujourd'hui, donc c'était 2, et les 5 autres étaient des cas contacts. Et les cas communautaires, ce sont des cas dont on ne connaît pas la provenance. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, le virus circule au Sénégal maintenant, dans plusieurs endroits, et au niveau de la population, sans qu'on puisse remonter au premier contact avec celui qui aurait voyagé, par exemple. Et c'est ça qui change la donne. Ça veut dire qu'en fait, on passe dans une autre phase de l'épidémie et on se rend compte que c'est ça qu'il va falloir contrôler de façon extrêmement importante, d'où toutes les mesures qui sont prises, parce que sinon, on peut se retrouver dans une cascade, en fait, et avec une évolution, ce que bien sûr on ne veut pas, comme ça s'est passé en Europe, aux États-Unis ou en Chine. Parce que jusque-là, docteur Diop, avec un peu plus de 300 cas déclarés, mais près des 2 tiers qui semblent guéris aujourd'hui, le Sénégal a semblé relativement moins exposé aux porteurs de virus venus de l'étranger. Est-ce que c'est ça, ou bien est-ce que c'est la réponse sanitaire qui a joué? Alors, a priori, je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Et là, c'est là où aussi il faut rester humble, parce que ce qu'on dit aujourd'hui, on ne sait pas si ce sera encore valable demain. On en parlera probablement un petit peu tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est devant déjà une population pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on se dit quand même comment ça se fait que l'Afrique soit globalement un peu moins touchée, et particulièrement des pays comme le Sénégal, le Rwanda, l'Afrique du Sud. Alors déjà, les chiffres. Est-ce qu'on est à peu près sûr des chiffres? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des patients qui sont symptomatiques et qui sont traités. Ça, c'est un. Et qui sont et qui sont testés. La deuxième chose, c'est qu'on peut imaginer que la population, quand elle est à 96% inférieure à 60 ans, alors que en Europe, c'est l'inverse, c'est quasiment plus d'un tiers de la population qui a plus de 60 ans, on se doute bien que le virus ne circule pas de la même façon en termes de gravité. Ensuite, l'autre élément qui est important, c'est que les mesures ont été prises, étant donné que l'épidémie est arrivée en décalé
en Afrique, les mesures ont été prises finalement bien avant par rapport au moment de l'épidémie, par rapport à ce qui s'est passé en Europe, par exemple. Ça veut dire qu'en fait, on a grâce à ça presque un mois d'avance sur le confinement, si on pourrait dire. Et donc ça, c'est aussi un élément important. L'autre chose, c'est que l'ensemble de la population, par exemple, est vaccinée contre le BCG et il semblerait que ça joue un rôle à ce niveau-là parce qu'il semble qu'il y ait environ 10 fois moins de cas et 10 fois moins de mortalité dans la population qui est vaccinée. On peut penser aussi qu'il y ait une immunité spécifique plus importante, c'est-à-dire qu'on est confronté dès l'enfance en Afrique à quand même beaucoup plus de germes. Et on peut évoquer le fait que, justement, cette immunité marche. Après, il y a aussi, sur le plan thérapeutique, mais ça, vraiment, c'est encore trop tôt, hein. Il faut faire très attention, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le protocole qui a été fait systématiquement actuellement, du moment où les gens n'avaient pas les contre-indications, ça a été un protocole avec la chloroquine, enfin avec le plaquenil, en fait, plus précisément, et avec le, comment dire, et excusez-moi, et avec l'azithromycine. Et en fait, dès le départ, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, du moment où les personnes n'ont pas de contre-indication, ça peut être un facteur, même si là, on a beaucoup d'études qui commencent à sortir de plus en plus scientifiques et certaines sont dans le bon sens, dans le sens de ce traitement-là, d'autres moins. Donc, il faut quand même, encore une fois, le faire quand on le fait avec donc sous prescription médicale, en ayant fait vérifier qu'on n'ait pas de contre-indication. Et on ne sait pas encore vraiment, franchement, il faut faire attention. On présuppose, il y a aussi des mécanismes physiopathologiques qui sont peut-être en faveur, mais on ne peut pas encore en être sûr. Donc, oui, on va voir justement dans le détail ces différents éléments que vous soulevez. Vous évoquiez effectivement le cas de l'hydroxychloroquine. On le sait qu'un débat est ouvert ici même en France et ailleurs en Europe. François Durper, on le voit, hein, le Sénégal a effectivement un taux de patients guéris nettement plus élevé que ce qu'on observe ailleurs sur le continent africain, dans les principaux pays touchés, Afrique du Sud ou Algérie par exemple. Oui, ce qu'il faut souligner, c'est que alors, évidemment, très très grande prudence à l'heure où l'on parle. Mais le premier temps en fait de ce virus, il y a déjà trois premiers éléments. Le premier, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire ça revient évidemment sur l'idée qu'il faudrait juger ce qui se passe en Afrique. Ça n'a pas de sens. On ne juge pas de ce qui se passe en Europe. Le cas de la Finlande, de l'Allemagne, de l'Italie ou de la France ou de la Grande-Bretagne, on voit bien qu'on le différencie dans l'information. Donc, il faut différencier dans l'information ce qui se passe en Algérie, où effectivement beaucoup de cas, et ce qui se passe par exemple au Burundi, où il y a carrément très, très, très peu de cas. Deuxième élément, vous savez, l'idée, et on en a beaucoup entendu parler dans certains médias, que les Africains seraient communautaires et pourraient pas pratiquer, par exemple, la distanciation sociale. C'est pas ce qu'on se voit au Sénégal, par exemple. Au Sénégal, il n'y a pas encore de confinement et il y a beaucoup de gens qui respectent la distance sociale, qui certains portent des masques, qui font extrêmement attention. Et ça, c'est, si vous voulez, un préjugé important à lever lorsque l'on traite du rapport entre le coronavirus et l'Afrique. Et le troisième point, c'est la question des systèmes de santé. Cette question du coronavirus pose le problème non pas seulement de la santé, mais du système de santé et partout. Et partout, et pas seulement en Afrique. Alors, il ne s'agit pas simplement de dire, bon, l'Afrique, les systèmes de santé sont parfaits, etc. Mais, par exemple, le docteur Sassoon Diad, qui dit à l'instant, il y a un décalage. Il a tout à fait raison. L'Afrique a pu se préparer. Mais que dire des États-Unis ? Ce virus part de la Chine pour aller d'est en ouest. Donc, le pays qui aurait dû être le mieux armé, c'est celui qui est le plus à l'ouest. Or, vous voyez les problématiques qui se posent aujourd'hui aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'on a des États qui fonctionnent. On l'a vu, par exemple, dans le cas du Sénégal. On sait que depuis la fin du mois de mars, il y a par exemple, le Ramadan va commencer. Donc, c'est important de le dire à l'ensemble des pays du monde. Eh bien, au Sénégal, vous avez eu des autorités religieuses qui ont fermé des mosquées,
qui ont interrompu les pèlerinages. Vous avez un État qui fonctionne et qui, par exemple, a interrompu les écoles. Donc, si vous voulez, on a déjà dans cette première phase, sans dire que le combat est gagné, évidemment, mais ça remet en cause quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la première période, vous avez tout entendu sur la question du coronavirus et de l'Afrique, que ça allait être absolument catastrophique, etc. Alors, il faut être prudent, mais il faut dire que les sociétés, que les États, que les systèmes de santé sont aussi en mesure de répondre à ce triple défi. L'Afrique, Ziad Limam, a-t-elle moins de cas déclarés aujourd'hui, d'après vous, en raison d'une saisonnalité du virus, d'un facteur climatique, ou bien parce qu'on a testé moins de malades, ou bien simplement parce qu'il y a un retard de cycle avec l'Asie, l'Europe et les États-Unis? Franchement, je pense que ce que nous a dit notre ami le docteur, il faut être extrêmement prudent sur la réalité de ces chiffres. Il y a pour le moment un mystère statistique qui est en fait, quand on parle avec nos relations en Afrique, c'est pas forcément le nombre de cas pour le moment qui interpelle, c'est le faible nombre de décès. Et les gens disent, si jamais il y avait un problème statistique, par exemple, si on n'avait pas pu tester suffisamment ou si on n'a pas une idée très précise du nombre de personnes infectées, ça n'empêche que le nombre de décès, pour le moment, est extrêmement faible. Et du coup, ça a tendance à démobiliser en partie les sociétés, y compris dans les quartiers qui sont pas forcément les quartiers les plus chics et les plus organisés, les quartiers populaires, les campagnes, parce qu'on a l'impression que c'est un danger qui paraît lointain. Donc ça, je pense que c'est très important, et c'est très important de dire aux gens que la dynamique de cette épidémie n'est pas forcément la même partout, mais ça veut dire aussi qu'il faut être très prudent. Ça veut dire que l'Afrique, peut-être que ça va avoir un effet retard, peut-être que ça aura un effet atténué, on n'en sait rien, et pour le moment, il faut être extrêmement prudent en termes de gestion sociale, de gestes barrières, de confinement, etc. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que l'Afrique, elle fonctionne avec ses propres règles et ses propres réalités sociales. On ne peut pas parler de confinement en Afrique, ça n'a aucun sens. Il suffit d'avoir été dans une capitale, Dakar, Abidjan, et je pourrais parler de Lagos, je pourrais parler de Cotonou, etc. C'est des villes qui ne sont pas confinables. Elles se confinent socialement, finalement. Les grands quartiers d'affaires, les quartiers que j'allais dire ouverts à la globalisation, ceux qui sont en contact avec le reste du monde, ceux qui regroupent le plus de gens, de cadres de cette Afrique émergente, eux, ils arrivent relativement bien à se confiner, ils arrivent à être en télétravail, etc. Mais 90% de ces urbanités africaines ne sont pas confinables. C'est juste une vue de l'esprit. Donc, quand le médecin nous dit qu'il y a un risque maintenant parce qu'on commence à avoir des contaminations locales, là, c'est la vraie question. Parce que l'Afrique émergente, globalisée, elle a réussi à se protéger en partie. Par contre, l'Afrique du quotidien, celle où on jouit au jour le jour, ou celle où on s'alimente au jour le jour, celle-là, elle est en danger. Et le troisième point, c'est que pour les Africains, il y a d'autres épidémies qui sont tout aussi importantes en ce moment. Il y a une épidémie de dengue, il y a une épidémie de malaria, il y a Ebola qui repart en République démocratique du Congo, il y a un problème de sauterelles en Afrique de l'Est. Et donc, il y a une espèce de gestion complexe du danger qui vient. Et dernière chose, les gens disent, ce qui compte maintenant, c'est comment on va survivre économiquement. Parce que le choc numéro 2, il va y avoir l'épidémie, ça c'est clair, on va voir comment elle va évoluer et on espère qu'elle évoluera à faible intensité. Par contre, la claque économique que va prendre ce continent, parce qu'il fait partie de la globalisation, parce qu'il vend des matières premières, parce qu'il importe des capitaux, parce qu'il est en contact avec l'Europe, les États-Unis et la Chine, et qu'on ne pourra pas s'en sortir. Vous avez vu le débat sur la dette, vous allez voir le débat à l'intérieur de chaque pays sur les plans d'accompagnement, ça va être terrible. Et donc ça, aujourd'hui, pour les opinions publiques en Afrique, c'est aussi important que le risque sanitaire. Merci Ziad de nous donner tous les éléments pour la suite, parce qu'on va évoquer évidemment l'impact économique, mais il y a bien sûr cette question sanitaire et la manière aussi dont on gère les interactions, puisqu'on le sait, c'est ça aujourd'hui qui est essentiel dans cette lutte contre l'évolution du coronavirus. Nombre de pays ont réagi, soit en confinant leur population, c'est le cas de la Tunisie ou encore de l'Afrique du Sud, soit en instaurant des couvre-feux. On le voit par exemple dans des pays comme le Sénégal, que le docteur Diop connaît bien, ou encore le Bénin, soit c'est effectivement l'un des cas en imposant le port du masque obligatoire. Le port du masque obligatoire, on le voit aujourd'hui au Maroc, c'est également le cas au Cameroun. Voyez ce reportage de Marcel Amoko pour France 24.
Au cœur de la ville, le nouveau visage de Yaoundé. Alors que le virus continue de se propager, porter le masque en public est devenu obligatoire pour tous les Camerounais. Mais une obligation pas toujours respectée. Et certains ont attendu la dernière minute pour essayer de trouver un masque bon marché. C'est combien? C'est 500, c'est 500. Un peu moins d'1 €, le prix proposé par cette vendeuse pour ses cache-nez en tissu local. Des masques de fortune vendus par de nombreux commerçants, mais boudés par les acheteurs. C'est difficile. Et on dit 500, mais les clients ont de 200, 100 francs. Les clients aiment plus le blanc, que c'est un peu comme si c'était médical. Dans la capitale, les masques chirurgicaux sont les plus recherchés, notamment dans les pharmacies comme celle-ci. Des masques réputés plus protecteurs, mais plus chers, ce qui n'empêche pas les clients de se les arracher. Je peux avoir un paquet de masques, s'il vous plaît. La décision des autorités d'imposer le port de masques aux 25 millions de Camerounais a déjà provoqué une rupture des stocks de cette pharmacienne. Depuis vendredi, les patients s'activent à ne demander que des masques. Ça fait partie de 40% de notre chiffre d'affaires actuellement. En attendant que la mesure du ministre de la Santé soit appliquée, nous avons un fournisseur agréé qui nous fait des masques lavables. En ce premier jour d'entrée en vigueur de la mesure, le port du masque n'est pas encore un réflexe dans les transports en commun. Abel, chauffeur de taxi, doit encore faire la pédagogie auprès de ses passagers, car certains doutent même de l'utilité du masque pour freiner la propagation du virus. Depuis le matin, ce n'est pas facile avec les clients. Comme il y a certains clients qui ne sont pas encore habitués au port des masques, mais ce que je rencontre depuis le matin, il y a ceux qui n'en ont pas, mais je leur demande qu'il faut aller acheter un port de masque. Le port obligatoire du masque est censé durer 14 jours. Le temps pour les autorités de voir si la mesure a eu un effet positif sur la courbe de contamination qui a grimpé. Docteur Diop, pas de port du masque obligatoire pour l'instant au Sénégal, pas de confinement, pas de lockdown de Dakar. Pour l'heure, c'est le couvre-feu qui prévaut de 20 h à 6 h du matin. Est-il bien respecté d'après vous? Est-ce que ça va suffire ou bien faudra-t-il aller plus loin? Alors, encore une fois, de dire est-ce que ça va suffire, c'est vraiment l'avenir qui nous le dira. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on a déjà vraiment, grâce à ces mesures, il y a un respect, c'est-à-dire qu'on a au moins 2 ou 3 fois moins de gens qui circulent, même dans la journée normalement. C'est-à-dire qu'il y a le couvre-feu, c'est une chose, donc où le soir, la nuit, il y a effectivement plus personne qui circule, mais même dans la journée, on s'aperçoit qu'il y a une diminution extrêmement importante du nombre de personnes dans la ville. Donc, en plus, ce sont des personnes qui appliquent ces mesures-là. Et vraiment, comme le disait tout à l'heure votre confrère, vraiment applique ces mesures de façon vraiment sérieuse. Alors, je vous dis pas que la distanciation dans la rue, on en voit qui sont côte à côte et tout, mais je dirais que globalement, ces types de mesures barrières sont très importantes. Maintenant, pour ce qui est du masque, je pense que de toute façon, ça va être une mesure qui va venir aussi bien au Sénégal qu'un petit peu partout dans tous les pays africains parce qu'il y a une logique. Mais la seule chose, c'est que avant de le faire, il faut quand même être sûr de pouvoir l'appliquer. Imaginez, vous avez vu ce qui se passe en France, vous dites aujourd'hui tout le monde doit porter un masque, et ben en fait ça devient totalement impossible et on voit les conséquences qu'il peut y avoir au niveau de la panique au niveau des gens. Donc le masque, je vais vous dire, je vais peut-être un peu être c'est comme si on se pose la question, est-ce que c'est utile ou pas? Moi, c'est comme si vous me dites, on va faire une étude de parachute versus pas de parachute et on voit est-ce que au bout, la personne au sol, elle se porte mieux. Je pense que de toute façon, un masque pour faire barrière, c'est sûr que c'est mieux. Maintenant, à quel pourcentage et de quelle façon on doit l'utiliser, ça, par contre, c'est important. Par exemple, il faut savoir comment on le compose et je pense que, et je crois même savoir que, entre autres au Sénégal, on est en train de voir pour la fabrication locale, qu'est-ce qui peut être fait et quelles normes, surtout pour pouvoir avoir des masques qui soient les plus efficaces possibles et ainsi permettre à la population de pouvoir avoir, entre les masques classiques chirurgicaux, on est d'accord que les masques, la FFP2, c'est vraiment pour les soignants, et ce type de masque barrière qui puisse être fabriqué, qui puisse être utile et qui puisse être vraiment utilisé par la population. C'est vraiment en cours. Vous parliez de parachute. Les frontières aériennes, elles sont bel et bien fermées aujourd'hui? Ah oui, et même ça vient d'être prolongé. C'est-à-dire que le couvre-feu, pour l'instant, c'est jusqu'au 4 mai. Et par contre, on a jusqu'en fin mai les frontières qui sont totalement fermées. Et ça, l'État y a tenu. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même eu beaucoup de mesures qui ont été prises, comme on le disait tout à l'heure,
par les gouvernements. Et c'est pour ça aussi quand on disait que l'Afrique est en train de regarder, d'attendre et tout, ben, la preuve que non, elle bouge, elle se démène aussi. Et ces mesures-là qui ont été prises, il y a une raison là, hein, c'est que le but est de limiter et d'arrêter même les cas importés, puisque qu'est-ce qui s'est passé? Comment le virus est arrivé dans tous nos pays? Ben, c'est comme ça. Hein, c'est clair, c'est par les cas importés. Et donc, la décision a été prise de prolonger encore pour vraiment essayer d'avoir cette maîtrise. Parce qu'il faut comprendre aussi une chose, c'est que vous imaginez dans le temps, là, en France, donc, on a vu cette courbe qui est en train de s'aplatir. Mais là, ce qui risque de se passer, c'est finalement quelque chose qui peut durer très longtemps si jamais on se retrouve avec ces mesures, l'ensemble de ces mesures qui ont une certaine efficacité, mais même si le virus circule, ce n'est pas toute la population qui l'aura eu dans un délai court, ce qui fait que du coup, la population ne pourra pas faire barrière par sa propre immunité. Et on risque d'avoir un prolongement de cette situation. Donc, c'est pour ça que les autorités sont en train de regarder qu'est-ce qui va se passer pour pouvoir savoir comment agir. Mais c'est sûr que le virus, il circule beaucoup plus que le nombre de cas qu'on a là aujourd'hui. La mortalité, on n'a pas des containers de corps qui seraient là. Donc, on peut dire qu'en tout cas, les morts, il n'y en a pas plus parce que sinon, on les verrait et on ne les voit pas. Alors, il y a la question du confinement ou de la distanciation sociale. Il y a aussi la question des traitements et d'éventuels vaccins. Comment on aborde cet enjeu, Ziad Limam, lorsqu'on n'a pas de laboratoire, lorsqu'on n'a pas de grandes entreprises pharmaceutiques susceptibles de faire de la prophylaxie à l'échelle nationale? Il y avait un débat au début de la crise, il y a quelques jours, quelques semaines par rapport à l'Afrique, dans les réseaux sociaux, sur comment ça se fait que nos pays qui consomment du plaquenil, de la quinine, etc., depuis des années, voire des dizaines d'années, voire avant même les indépendances, comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de les mettre en production chez nous? Donc ça, c'est un débat qui va arriver. C'est un débat, si vous voulez, l'interpellation des opinions publiques vis-à-vis des gouvernants sur les systèmes de santé en Afrique, elle va être assez brutale. Parce que, en réalité, depuis les indépendances et depuis qu'on parle d'Afrique émergente, ce secteur spécifique de la santé a toujours été un peu le parent pauvre. Et on a investi, on a fait des infrastructures, on a fait ceci, on a fait cela, on s'est inséré dans la mondialisation, etc. Et finalement, d'une part l'éducation, mais surtout la santé, ont été laissés de côté. Et je pense qu'en cas d'épidémie forte, l'exigence de santé va venir. Comme je vous disais aussi tout à l'heure, il faut faire attention. Pour les gens, c'est une question de gradation des urgences. Donc là, encore une fois, moi, je pense qu'il y a vraiment deux réalités en Afrique, comme je le disais tout à l'heure. Il y a la réalité de l'Afrique qui est connectée au monde, qui est globalisée, etc. Et là, il y a une prise en compte du risque épidémique, de la nécessité de développer des médicaments, de la nécessité de recréer des industries pharmaceutiques ou d'en créer. Et puis, il y a l'Afrique quotidienne, celle des 90% pour qui le Covid, c'est un danger parmi d'autres, y compris la famine ou la faim ou la rupture des revenus, ou la dengue, ou je sais quoi d'autre. Et donc ça, c'est là, je pense, que l'enjeu va être énorme en termes de discours médical. C'est de mobiliser cette Afrique-là, de faire en sorte qu'elle suive, qu'elle vienne. Moi, je connais bien Abidjan, par exemple. Abidjan, il y a deux villes à Abidjan. Il y a une ville moderne et il y a les grandes villes. Mais quand je parle de grandes villes, on parle de villes de 3-4 millions d'habitants, Abobo, Yopougon, etc. Et c'est là que la bataille va se jouer. C'est là qu'il va falloir persuader les gens de rentrer dans le combat individuel et que le Covid n'est pas une menace parmi d'autres. C'est la menace prioritaire du moment. Il y a cette question alors, des attitudes, des comportements individuels. Il y a la question des vaccins qu'on évoquait à l'instant, Ziad. Il y a François Durper, je vais vous demander de réagir dans un instant. Cette polémique à propos du fameux vaccin BCG développé à l'origine contre la tuberculose. Un chercheur à l'Institut INSERM, un chercheur INSERM à l'Institut Pasteur de Lille qui travaille sur ce potentiel vaccin et sa capacité notamment à prévenir les cas de Covid-19, en tout cas les formes graves de cas de Covid-19, a été interrogé récemment chez nos confrères d'LCI par un autre médecin, chef de service en réanimation à l'hôpital Cochin, sur la possibilité d'expérimenter le vaccin en Afrique. Écoutez cet échange, il a provoqué beaucoup de réactions. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti ou va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Alors, il faut préciser que le chercheur en question, Camille Lord, donc évoquait dans la suite de son intervention des essais cliniques toujours en cours, à la fois en Europe, dans plusieurs pays européens, ainsi qu'en Australie. Non, l'Afrique n'est donc pas un cobaye pour tester l'efficacité de ce vaccin, mais ce court extrait a suffi à mettre le feu aux poudres, François Durper. Oui, alors si vous voulez, d'abord, vous voyez que dans les propos, il y a déjà des incohérences. Vous avez fait un reportage en montrant qu'il y a des États qui imposent le port du masque, qu'il y a des masques. En tout cas, on a vu plus de masques là dans votre reportage que dans les rues françaises. Donc, il y a le respect, y compris dans l'Afrique du quotidien, et le docteur le disait tout à l'heure, le docteur Diop, il n'y a que 2 morts au Sénégal, c'est déjà beaucoup. Mais si vous regardez les rues de Dakar jusqu'à encore hier, là peut-être les gens sortent encore un peu aujourd'hui là, mais les gens ne sortaient très très peu, avaient annulé beaucoup de réunions familiales. Donc il y a d'abord de dire l'Afrique finalement, les gens ne pourront pas de toute façon se protéger autrement, ils comprendront pas les gestes barrières, c'est quelque chose d'abord de faux. La deuxième chose, c'est que l'Afrique a le souvenir du comportement des laboratoires pharmaceutique. Vous savez que le PIB de tous les pays d'Afrique, c'est moins élevé, l'ensemble, que les laboratoires pharmaceutiques du monde. C'est une puissance économique et qui, depuis des années, a pris pour habitude d'aller en Afrique et d'avoir des dispositifs qui ont été plusieurs fois pointés du doigt, y compris par dans des procès retentissants. Un laboratoire américain, par exemple, qui a été condamné par le tribunal de New York pour des dispositifs qui ne respectaient pas les règles éthiques, en informant mal la population, en ayant des protocoles qui ne respectaient pas l'éthique. Donc, si vous voulez, il y a cette mémoire de ces années de relations entre les laboratoires pharmaceutiques et les populations africaines qui ressurgit aujourd'hui à l'occasion de ce dialogue un peu surréaliste sur une chaîne d'information française. Docteur Diop, vous avez été choqué, vous, par ces propos qu'on vient d'entendre? Alors là, sur ça, il y a 2 réflexions. La première, c'est clair, aussi bien les termes, ce qui a été dit, ce que ça sous-entend. Derrière, vous savez, c'est des choses qui sont vraiment extrêmement graves. Ce que ça sous-tend comme mode de fonctionnement, mode de pensée. Mais par contre, ce qui est aussi très grave, c'est qu'il se trouve que du coup, les gens vont faire quoi? Il se trouve que cette vaccination, justement, c'est qu'on s'est aperçu que dans les pays qui vaccinaient, qu'ils soient Europe ou africains, il y a moins de mortalité et moins de cas de Covid. Et que donc, du coup, il y a des études qui sont en train d'être faites, aussi bien, qui pour l'instant étaient en Europe, et le fait de le faire éventuellement en Afrique, en soi, c'était pas en soi un problème, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont maintenant penser que le fait de vacciner contre le BCG, c'est en fait une étude qui est faite dans cet esprit-là. Et c'est ce type-là de conséquences qui sont très, très graves, parce qu'on pourra le dire pour les autres vaccinations, comme celle de la rougeole. Cette polémique, elle a tué dans l'œuf toute tentative de vaccination de masse au BCG plus tard, s'il s'avérait efficace contre le Covid-19 en Afrique. Alors, justement, en plus, le BCG, c'est avant tout par rapport à la tuberculose. N'oublions pas, justement, c'est intéressant. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les effets collatéraux, d'une part, du Covid, avec les morts, nous, on les cherche, les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, on en a beaucoup moins que d'habitude. On craint qu'ils restent chez eux. Ça, c'est par exemple le type d'effet secondaire. Il y a aussi le fait que la tuberculose tue 1,5 million personnes par an, patients par an. Donc, 1,5 million. Là, vous avez vu la mortalité aujourd'hui du Covid. Donc, là, on a aussi un vrai risque, c'est de se retrouver avec des gens qui vont refuser de se faire vacciner contre la tuberculose et avec les conséquences, même déjà indépendamment du Covid. Il y a dans le cas du Covid, mais c'est surtout dans le cadre de la tuberculose. Et la chloroquine alors, parce que vous savez, elle fait l'objet d'une polémique ici en France. Le docteur Raoult, professeur donc à l'hôpital de la Timone à Marseille, l'a prescrit, lui, aujourd'hui, à ses patients avec, dit-il, des résultats extrêmement concluants associés à un antibiotique. C'est le cas aussi au Sénégal.
Voilà. Alors, le professeur Seidi, des maladies infectieuses, qui est le chef de service, a décidé effectivement d'appliquer ce protocole par rapport justement aux données actuelles de la science. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment déjà dommage qu'on en soit à en discuter sur les ondes. C'est pas aux patients de devoir juger, jauger, qu'est-ce qu'il doit prendre ou pas prendre. Et que ça, c'est un débat qui aurait dû se faire. Même on s'étripe, c'est pas un problème entre spécialistes, celle qui fait telle recherche, qui fait telle étude et tout. Ça devrait pas être sur la place publique parce que c'est hyper angoissant, je pense, pour un patient de se dire mais je prends pas et qu'est-ce que j'en fais? Et en plus, ne va pas forcément prendre. Vous savez, quand on le donnait en préventif, c'était à 100 mg par jour. Là, aujourd'hui, on parle quand même de 600 à 1 gramme, donc des x6, x10 la dose. Donc, ça se donne pas n'importe comment, mais surtout quand vous prenez les études, et je vais pas vous faire aujourd'hui ce qu'on appelle une méta-analyse et vous comparer toutes les études. Mais très honnêtement, aujourd'hui, on est vraiment, nous, dans le soin, encore entre deux eaux. Mais parce que chaque étude, elles ont des biais. Et ces biais dans les études font qu'on ne peut pas dire de façon certaine. Et c'est le recul qu'on va avoir qui va nous permettre de pouvoir nous dire oui, finalement, on fait pas. Moi, il y a des choses quand même qui m'intéressent beaucoup. C'est que des patients qui sont sous plaquenil, donc sous ce traitement-là, mais au long terme, pour d'autres maladies, on semble-t-il fait beaucoup moins de formes de Covid, moins infectés et pas de formes graves. Donc ça, c'est par exemple quelque chose, mais ce sont des études qu'on commence à avoir par rapport à celles qui sont faites actuellement, ce qu'on appelle en double aveugle ou non. Et donc, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là qui, là, j'en aurais pour 2 heures pour tout détailler. Mais donc, en tout cas, ça veut dire qu'on peut sans aucun problème l'utiliser, mais en sécurité. Ça veut dire prescription médicale. Et plutôt, vous avez vu ce qui se passe au niveau de la PHP à Paris actuellement. Ils sont en train de le donner aux soignants en préventif pour voir ce que ça donne. Donc, c'est quand même aussi intéressant. C'est un pragmatisme, Ziad Limam, qui manque, d'après vous, à la France, par exemple, peut-être parce qu'il n'y a pas le même poids des lobbies pharmaceutiques dans un pays comme le Sénégal? Franchement, Raphaël, moi, je ne suis pas médecin. Et je me méfierais de toute analyse sur est-ce que le plaquenil, pas le plaquenil. Je pense qu'il faut faire confiance à la profession, y compris dans ses divisions, y compris dans ses influences, y compris dans les luttes d'ego de ces grands professeurs. C'est à eux de trouver et c'est à eux de nous fournir les options. Moi, oui, mais sur les intérêts qui pèsent sur la décision. Mais bien sûr qu'il y a des luttes d'intérêts au Sénégal ou en France. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, il y a sûrement des intérêts de laboratoire qui concernent le plaquenil, sa diffusion, etc. Mais la réalité, c'est que la bagarre titanesque, elle est déjà l'étape d'après, elle est déjà sur les traitements à long cours des grands laboratoires américains, européens, japonais. C'est déjà sur la recherche sur le vaccin parce que là, on parlera d'un marché de trilliards de dollars. Et donc, tout ça est un mouvement. Ce qui est important, nous, c'est qu'au jour le jour, dans les hôpitaux aujourd'hui, que ce soit en France et en Afrique, il y ait des traitements du moment qui soient applicables avec un minimum de risque. Et là, je pense qu'il faut faire confiance aux médecins parce que nous, individus, on ne peut pas répondre à cette question. Et les politiques doivent jouer leur rôle, c'est-à-dire à un moment, ils doivent assumer une décision et l'arbitrer. Ça, c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Après, personnellement, chacun aussi peut décider. Moi, si j'étais malade, peut-être que je prendrais du plaquenil. En tout cas, je demanderais à mon médecin de m'en donner. Pour combattre en tout cas le virus, ses conséquences sur la santé, bien sûr, ça demande de l'argent, mais aussi sur l'économie, il faut bien sûr des moyens. Et là, les pays du G20 viennent de décider de suspendre pour 1 an le service de la dette des pays africains. Emmanuel Macron, lui, propose d'aller plus loin, puisque le président français suggère un effacement pur et simple de la dette africaine. Écoutez les explications de Florent Rodeau. Éviter l'effondrement économique des pays africains en annulant leurs dettes. C'est l'idée prônée par Emmanuel Macron. Savoir aider nos voisins d'Afrique. Mais le chef de l'État français n'a été entendu qu'en partie par les créanciers internationaux. Les membres du G7 ont finalement acté un moratoire qui doit l'être ce mercredi soir par le G20. Autrement dit, une simple suspension de la dette de 40 pays d'Afrique subsaharienne. Interviewé par RFI, le président de la République s'en félicite. Le moratoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne rembourse plus les intérêts. Vous nous laissez de l'oxygène. On étale cette dette. C'est une première mondiale. C'est une étape indispensable et je pense que c'est une formidable avancée.
À ce jour, la dette africaine globale culmine à 365 milliards de dollars, dont 44 d'intérêts pour la seule année 2020. La Chine en détient 40%, le reste appartient à de grands créanciers, Club de Paris, FMI, Banque mondiale et autres investisseurs privés. Confrontés à une baisse brutale du prix de leurs matières premières, plusieurs pays africains savent que sans annulation d'une partie de leur dette, impossible d'envisager un futur économique serein. Joint par Reuters, le ministre chinois des Affaires étrangères répond poliment que Pékin se penchera sur la question. Nous sommes conscients que certains pays et organisations internationales ont appelé à des programmes d'allègement de la dette des pays africains et nous sommes disposés à étudier la possibilité de celui-ci conjointement avec la communauté internationale. Écartée pour le moment, l'annulation de la dette de ces pays africains pourrait en revanche être envisagée en fin d'année. Ce sera du cas par cas. Tout dépendra alors de la conjoncture économique mondiale. Effacer la dette des pays africains, c'est nécessaire, indispensable même, François Durper. Oui, et là, il y a quand même deux attitudes qui tranchent quand même singulièrement. L'attitude d'Emmanuel Macron dans son discours de lundi qui évoque l'annulation de la dette et les réticences de la Chine. Vous savez que la Chine, c'est le plus grand prêteur de l'Afrique, devant la Banque mondiale, au moins 150 milliards de dollars depuis 2000, entre 2000 et 2018. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et si vous voulez, il y a quand même peut-être quelque chose de l'ordre d'un effet peut-être durable entre l'ensemble des pays d'Afrique et son partenaire chinois. Pourquoi ? D'une part, parce qu'il y a cette question de la dette qui est importante, et là, la Chine est très en deçà de ce qu'a proposé le président français. La deuxième chose, et là, on n'est pas dans l'économie, mais ça peut avoir des conséquences économiques, c'est, vous savez, le traitement fait à la diaspora chinoise, notamment à la diaspora africaine, excusez-moi, notamment dans la région de Guangzhou, les Africains étant accusés, certains étant même jetés de chez eux, ne pouvant pas accéder aux magasins. Et vous avez un groupe d'ambassadeurs africains à Pékin qui a écrit à Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, pour dire ce n'est pas possible. Généralement, quand on avait des choses à se dire, on se le faisait à huis clos entre Africains et Chinois. Là, il y a quelque chose qui est quand même très important. Et pourquoi cette annulation de la dette ? Mais parce que c'est ce qu'a dit Ziad Liman tout à l'heure, dès le début de l'émission, il y a un impact direct, 130 milliards de dollars qui vont devoir être dépensés pour la lutte contre le coronavirus, mais l'Union africaine disait dans un rapport récent, c'est 500 milliards de dollars qui va peut-être être pesé sur l'économie américaine, manque d'investissement étranger, pas de recettes touristiques, des envois de fonds, notamment de la diaspora, qui ne se font pas, les cours du pétrole qui sont très très bas, et donc un certain nombre de pays d'Afrique qui vont avoir ce double effet, l'effet coronavirus et puis l'effet sur leur économie. Il va falloir là beaucoup de coopération internationale pour résoudre tout ça et être aux côtés des pays d'Afrique. Il ne nous reste que quelques minutes. Je vous demanderai donc à présent d'être bref. Ziad Limam, c'est une pierre clairement dans le jardin de la Chine, ce qu'a demandé Emmanuel Macron cette semaine à propos de la dette africaine. C'est une pierre dans le jardin de la Chine parce que d'un seul coup, les Chinois, ils ont à peu près 150 milliards de stocks de dette en Afrique et ça fait partie de leur stratégie d'expansion. Et donc, ils découvrent les obligations qui viennent avec le rôle du prêteur, c'est-à-dire en cas de crise, il faut s'adapter. Ceci dit, ce moratoire, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais il permettra à court terme aux pays africains, par exemple, je pense à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui ont des plans assez importants de soutien interne, de financer ces plans en partie. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, il y a une formidable hypocrisie, et je vais le redire cette fois-ci encore, les Européens et les Américains sont capables d'émettre de la dette comme ils veulent. Comme ils veulent. La Banque centrale européenne et la Fed américaine peuvent sortir du dollar et des euros en trilliards pour absorber cette crise. Et on fait des leçons de déontologie économique à l'Afrique en disant oui, on va voir, on va faire un moratoire et peut-être l'année prochaine et peut-être ceci et peut-être cela. Bien sûr qu'il y a une responsabilité africaine d'émission de dette et qu'il faut faire attention entre les bons pays et ceux qui se comportent moins bien. Mais on est en face d'une pandémie mondiale et que des gens qui puissent, eux, tirer sur la planche à billets, passent leur temps à donner des leçons, sauf M. Macron, d'ailleurs c'est notable, à ceux qui n'ont pas de planche à billets pour le faire, je trouve que quand même, à un moment, il faudrait y réfléchir.
Docteur Diop, vous-même, vous jugez nécessaire aujourd'hui que la Chine accepte d'effacer une partie de sa dette. Comment réagissez-vous aux demandes d'Emmanuel Macron? Et puis, comment réagissez-vous aussi à la décision américaine de retirer ses subsides à l'Organisation mondiale de la santé? L'OMS joue-t-elle un rôle important au Sénégal, par exemple, pour lutter contre la propagation du Covid-19? Oui, comme il faut aller vite, de toute façon, c'est un non-sens total. Vous savez, il y a un effet boomerang. Vous faites ça et finalement, le virus, il reviendra d'une autre façon et justement parce que l'OMS n'aura pas eu les moyens qu'il faut. Donc, c'est totalement ridicule. L'autre chose, c'est que la Chine, quand même, je pense qu'il faudra voir si elle n'a pas des comptes à rendre sur le plan mondial. Et ça, il y a aussi une discussion par rapport à ça, par rapport à la gestion qu'elle a faite initiale sur ce virus. Et ça, je pense que ça pose un vrai problème. Sur la dette, je pense que c'est évident là que c'est une chose nécessaire, mais je pense aussi que c'est l'occasion aussi pour nos États de gérer et de mieux gérer. Il y a une vraie richesse qu'on a en Afrique. Nos États-Unis d'Afrique, on peut les faire. Et je pense que sur le plan économique, sur le plan recherche et développement, c'est pas les États un par un tout petits qui vont y arriver. Et donc, il faut peut-être aussi en profiter pour commencer à vraiment travailler sur ce fond-là. Et d'autre part, je pense que ça, c'est d'un point de vue sur le plan du traitement. Il y a des choses qui sont très intéressantes par rapport à l'Afrique et qui sont en train d'être découvertes actuellement, pour aller très vite. C'est de dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que physiopathologiquement, c'est une vascularite, mais ce qui est intéressant pour nous, ça veut dire que maintenant, on peut diminuer probablement la mortalité en donnant des traitements très simples comme des anticoagulants et d'autre part, on peut retarder, et il faut retarder, la respiration, le système de respiration artificielle, l'intubation. Et ça, c'est aussi très important que les gens le sachent là aujourd'hui pour l'Afrique, c'est que du coup, on n'aura peut-être pas les mêmes, donc on n'aura même pas les mêmes problèmes que ceux de l'Europe par rapport aux respirateurs, parce qu'en fait, les indications sont en train de changer. Et on espère que ce sera le cas en tout cas. Merci beaucoup, Dr Massamba Sassoum Diop, d'SOS Médecins Sénégal, d'avoir été avec nous pour ce débat. Merci également à François Durper et à Ziad Limam. Merci à vous trois d'avoir bien voulu participer. Merci à vous qui avez suivi avec nous ce débat. Et on se retrouve évidemment très vite sur l'antenne de France 24. À très bientôt.